Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler aujourd'hui de Twitter. On a déjà un petit peu abordé ce sujet-là auparavant. Là on va plus rentrer vraiment dans le Twitter pour les débutants. Donc si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Twitter, je pense que vous allez être un petit peu déçus. Mais en tout cas je vais vous donner quand même des clés pour bien vous lancer. Donc je me présente, je m'appelle Brian Coder, je travaille au sein de l'agence conseil en communication Alphacom. Quand j'ai commencé en fait à découvrir Twitter, c'est simple, c'était en 2009, ça ressemblait à peu près à ça. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la gauche. Donc c'était pas forcément très très joli. Je vous passe le côté sur les couleurs et puis surtout sur le côté très très attrayant. Aujourd'hui, Twitter, ça ressemble plus à ce que vous avez sur la droite. C'est une capture d'écran qui date d'hier. On est beaucoup plus sur de la recherche de visuels avec une organisation en 3 colonnes et vraiment avec un contenu un peu plus épuré pour essayer de faciliter l'interaction entre les membres. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre ces deux visuels, il y a presque 6 ans, il y a plus de 6 ans même, entre le compte du Monde au mois de mai 2009 et le compte du Monde tel qu'il apparaît aujourd'hui. Et il y a plus de 6 ans, et surtout à l'époque, en 2009, quand on parlait de Twitter, en tout cas les professionnels, quand ils parlaient de Twitter, c'était ce qu'ils appelaient un épiphénomène. Alors, c'est pas forcément pour ça qu'il fallait pas s'y intéresser, mais ce que la plupart des professionnels de la communication disaient, c'est qu'il faut garder un petit œil dessus, mais voilà, il n'y a pas forcément besoin de déployer des gros moyens. À l'époque, il faut dire qu'on était à peu près 13 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, on est à 300 millions d'utilisateurs. Ce qui fait qu'il y a un volume de messages qui a été échangé sur ce réseau-là qui a explosé. Aujourd'hui, on estime à peu près à 500 millions de tweets qui sont envoyés par jour. Et pour vous montrer un peu plus encore l'impact que peut avoir Twitter au quotidien, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas négliger Twitter en termes de support d'information de médias de communication. Aujourd'hui, un simple tweet qui vienne d'une personnalité politique, d'un sportif, ou même voilà, d'une personnalité publique, elle peut avoir un impact assez conséquent en termes d'écho médiatique. Là, je vous ai pris un petit patchwork de derniers messages qui ont été publiés sur Twitter, qui ont fait vraiment du bruit sur la plupart des sites de presse en ligne. Des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Je pense que vous en voyez de plus en plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer en quoi Twitter, ça peut être intéressant pour vous, professionnels de l'information et de la communication, et puis comment on peut l'utiliser pour faire en sorte d'affirmer une présence ou de faire valoir une expertise. Twitter, qu'est-ce que c'est? En 2 mots, pour moi, je le vois sur 2 angles. Le premier angle, c'est l'angle blog. Alors on appelle ça un microblog, dans le sens où c'est un petit peu comme ce qu'on faisait avant. Alors je ne veux pas parler des skyblogs, mais des blogs professionnels où on partageait une idée, un ou plusieurs articles qui nous ont inspirés. On partageait un regard sur un métier ou sur un marché. Sauf qu'avant, sur la plupart des blogs, il en existe toujours, on pouvait écrire énormément de contenu. Twitter va restreindre plus le volume, en tout cas la taille des contenus, à 140 caractères. Donc ça va imposer un travail intellectuel qui est assez important, ce qui n'est pas si simple que ça au final. On a tendance à dire que écrire 140 caractères, c'est super facile, sauf que réduire une pensée ou une idée en si peu de caractères, ça peut être assez complexe. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est un microblog qui s'est adapté aux nouveaux usages mobiles. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 78% des utilisateurs de Twitter utilisent leur smartphone pour accéder à la plateforme, ce qui fait qu'on a vraiment l'alliance entre le blog traditionnel et la publication de contenu mobile. Alors, pourquoi faire? Il y a des cas d'usage pour pratiquement tous les secteurs, pour toutes les organisations ou pour tous les professionnels ou les particuliers. J'en ai recensé ici quelques-uns. C'est vrai qu'on va avoir des marques qui vont utiliser Twitter soit pour développer leur notoriété, soit pour écouter leurs consommateurs, ce que vont dire les consommateurs de façon spontanée. Vont aussi pouvoir utiliser Twitter pour fidéliser le lien qu'ils vont avoir avec leurs consommateurs, créer un petit peu une relation d'affinité. On a des dirigeants aussi qui vont utiliser Twitter pour être réactifs en cas de crise ou faire valoir leur expertise, apporter un regard sur le marché sur lequel ils évoluent.
Des collectivités territoriales qui vont utiliser Twitter plus pour partager de l'information en temps réel à leurs administrés, à leurs riverains sur des incidents potentiels, ou même créer un nouvel espace de proximité avec leurs administrés. Pardon. Les travailleurs indépendants, l'objectif c'est vraiment de faire valoir son expertise, de trouver des nouveaux clients, de prospecter et éventuellement aussi de networker. C'est un aspect qui est assez important sur Twitter et j'y reviendrai par la suite. Et puis pour les journalistes, alors soit faire de la veille en temps réel et surtout, en tout cas c'est quelque chose qui émerge de plus en plus, c'est la recherche de témoignages. Parce qu'aujourd'hui, un journaliste, quand il va écrire son papier, il va aussi rechercher des témoins, des gens qui vont pouvoir s'exprimer sur une situation vécue. Voilà, on a vraiment beaucoup de cas d'usage. On a aussi la possibilité d'échanger des idées et puis des réflexions sur ces métiers ou même de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, pour démarrer sur Twitter, j'ai essayé de faire ça en 8 points. Le premier point qui est assez logique, parce que c'est comme dans la vie réelle, c'est la première image que vous allez donner, c'est de soigner son image, son apparence. Alors, soigner son image, son apparence, ça se résume à plusieurs éléments. Bien évidemment, le premier élément, c'est choisir une photo de profil qui vous représente, ou en tout cas qui représente l'image que vous souhaitez véhiculer. Alors évidemment, si vous êtes un particulier, un professionnel, c'est toujours intéressant de mettre une photo de votre visage, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, même si, effectivement, c'est ce qui contribue à humaniser aussi la relation que vous allez pouvoir avoir avec les gens qui vont avoir envie de vous suivre. Un élément qui est assez important, c'est ce qu'on appelle le bandeau. Alors, le bandeau, ce n'est pas une deuxième photo de profil, c'est plutôt un support visuel qui est complémentaire, qui va permettre d'apporter un petit peu de valeur ajoutée à ce que vous voulez véhiculer en termes d'image. Donc ça peut être quelque chose qui va symboliser le secteur d'activité dans lequel vous travaillez, ou ça peut être la ligne éditoriale que vous allez proposer à vos lecteurs. Vous allez aussi pouvoir, au niveau de l'apparence, travailler votre biographie. La biographie, c'est toujours en 140 caractères, vraiment de façon très synthétique, expliquer aux gens qui auront probablement envie de vous suivre qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et surtout ce que vous allez leur proposer comme contenu. C'est un petit peu l'équivalent du à propos qu'on va retrouver dans les blogs professionnels ou les blogs de particuliers. Vous allez aussi bien évidemment remplir l'ensemble de vos comptes vers éventuellement votre site web. Et puis ce que vous pouvez faire, c'est mentionner aussi votre structure d'appartenance, puisque ça va avoir un effet indirect sur leur compte directement. Et il y a un dernier élément qui est apparu il n'y a pas très très longtemps, que je trouve assez intéressant, c'est la possibilité d'épingler un tweet. Épingler un tweet, c'est un message que vous avez envoyé il y a une semaine, il y a 3 semaines, bref, de le figer tout en haut de votre profil. Et c'est la première chose qu'on va repérer quand on va visiter finalement votre compte sur la plateforme. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça va pouvoir permettre d'apporter un contenu encore différent pour expliquer un petit peu qui vous êtes et ce que vous allez pouvoir proposer régulièrement à vos lecteurs. Donc, l'apparence, c'est extrêmement important parce que, comme je vous le disais, c'est comme dans la vie réelle, la première chose que vous allez montrer à la personne que vous avez en face de vous, ça va potentiellement conditionner une bonne prise de contact. La seconde chose qu'il est important de pouvoir maîtriser, c'est l'optimisation de la visibilité de ces messages. Alors, c'est vrai qu'on en a parlé précédemment. Il y a un premier élément qui est non négligeable, c'est le hashtag. Alors, le hashtag, ça peut paraître un mot un peu barbare. Le hashtag, c'est rien d'autre qu'un mot-clé, qui est un mot-clé qui ne comprend pas d'espace, pas de caractères spéciaux, mais qui va pouvoir symboliser finalement la thématique de votre message. Ça a un sens particulier parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 500 millions de tweets qui sont envoyés par jour sur la plateforme. Donc le hashtag, ça va permettre de ranger votre message dans un tiroir, dans une thématique, pour le retrouver beaucoup plus facilement. Et puis effectivement, pour un événement, ça va permettre de pouvoir retrouver l'ensemble des discussions, des intervenants, des participants, mais également du compte officiel de l'organisation.
Donc le premier élément, c'est de faire en sorte de rendre visible votre message. Et pour le rendre visible, c'est donc de lui accoler un hashtag, ou en tout cas celui qui correspond le mieux à ce que vous voulez raconter. La seconde chose, et on en a parlé, Olivier en a parlé précédemment, c'est la possibilité de rajouter du contenu additionnel. Alors le contenu additionnel, ça va être de la vidéo, effectivement, de la vidéo native, ou une image. Une image qui effectivement va pouvoir aller un peu plus loin que les 140 caractères que vous allez intégrer à votre message. C'est assez intéressant parce que, en tout cas, les études qui ont été menées par Twitter sur l'impact des images montrent qu'en général, et c'est vrai qu'on le voit un peu plus, un message qui contient une image va avoir 3 fois plus d'engagement. Alors de l'engagement, c'est un retweet, c'est-à-dire le fait de repartager votre message à vos abonnés. C'est un commentaire, une mise en favori. Bref, c'est tout ce qui va permettre de donner un petit peu une audience différente à votre message. Alors, mettre une image, ça paraît assez simple comme ça, mais ce que je conseille généralement, c'est de faire en sorte que cette image, elle soit optimisée pour la plateforme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut poster une image de n'importe quelle taille. On peut poster une image en portrait, en paysage, une image carrée, enfin bref, on peut faire un petit peu ce qu'on veut au niveau des images. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur Twitter, il y a une taille d'image qui est recommandée pour faire en sorte que cette image, elle s'affiche bien dans le fil des messages. Et cette taille d'image, c'est du 1024 sur 512. 1024 pixels sur 512. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être graphiste ou de se prendre la tête à ouvrir Photoshop. Il existe des outils qui sont très très simples, très très basiques pour retravailler vos images. Moi, je vous en conseille 2 et je vous ai mis la liste à la fin. Le premier, c'est Spruce. Spruce qui va vous permettre de faire une recherche dans des images qui sont libres de droit et puis d'y rajouter un petit peu de texte dessus. Cette image, elle est directement optimisée pour Twitter. Oui. Oui. Oui, en fait, c'est des images qui sont avec les licences en Creative Commons. Donc, effectivement, il n'y en a pas énormément, mais en général, on trouve un petit peu ce qu'on souhaite, en sachant que sur Spruce, vous avez toujours la mention vers la personne qui a créé le visuel. Et puis, la seconde chose, c'est Canva. Canva qui va être utile pour retailler vos images. Souvent, ce sont des images, ça peut être des captures d'écran de site internet ou même des images que vous avez prises en conférence. Et vous allez permettre de pouvoir retailler votre visuel directement à la bonne taille de Twitter. Donc ça, c'est vraiment un élément qu'il faut arriver à systématiser. Alors, je suis bien conscient que quand on a un téléphone portable et qu'on prend une image sur le vif, c'est très difficile de l'optimiser. Mais en tout cas, quand on est avec son ordinateur, très rapidement, on peut arriver à faire en sorte d'optimiser la taille de ces images pour la rendre vraiment la plus visible dans le flux des messages qui sont publiés quotidiennement. Le troisième point qui est important, et je dirais que c'est vraiment l'essence même du réseau, c'est d'interagir avec d'autres utilisateurs. Twitter, c'est un réseau social, donc il faut penser interaction, échange, dialogue, pensée sociale. Et ça, je dirais que c'est parfois sous-estimé par les utilisateurs de la plateforme. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'utilisation qu'on en avait en 2009, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui allaient sur Twitter pour pousser un contenu et puis faire en sorte qu'il soit vu. Après, peu importe, si les gens avaient des questions, il n'y avait pas forcément d'interaction. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui lui donne de la valeur ajoutée, c'est la possibilité d'échanger avec les personnes, de rebondir à ce qu'ils disent, de leur poser des questions, d'apporter un complément d'information. Et pour ça, il y a différents moyens justement d'interagir avec les utilisateurs. Le premier, c'est de repartager le contenu. Si vous suivez une personne et que vous trouvez que son message il est intéressant, vous allez probablement avoir envie de le repartager à vos propres abonnés, c'est-à-dire à tous les gens qui vont vous suivre. Donc pour ça, il y a 2 moyens de faire. Soit vous allez retweeter, vous allez repartager ce message de façon pure et simple, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que le message original de la personne qui l'a émise va apparaître directement dans la timeline. Soit vous allez
retweeter en ajoutant un commentaire. Et ça, c'est une fonctionnalité qui est apparue il y a quelques mois, que je trouve assez intéressante, parce que sans dénaturer finalement le contenu original, on va pouvoir apporter un complément d'information. On va pouvoir rebondir dessus. Auparavant, on le faisait un petit peu manuellement, on copiait le contenu, on mettait un petit message, généralement de 10-15 caractères, puis on mettait un RT at. C'était pas forcément très pratique, c'était pas forcément très visible. Là, aujourd'hui, je trouve que la possibilité de retweeter en mettant un commentaire, c'est ce qui va permettre aussi de créer du dialogue aussi avec la personne qui a mis le contenu, et puis d'apporter un complément d'information. Il y a le retweet, puis il y a éventuellement la citation. C'est vrai que généralement, quand on va trouver un contenu qu'on va partager, et c'est d'usage sur Twitter, c'est de citer sa source, de mentionner finalement quel a été l'utilisateur, soit qui a créé le contenu, ou l'utilisateur qui a partagé en premier le contenu, ou en tout cas celui qui vous a inspiré. C'est un excellent moyen d'attirer son attention, mais également de montrer que vous rendez à César ce qui appartient à César au final. Et puis ensuite, vous avez deux autres moyens d'interagir avec les utilisateurs, c'est de leur répondre, c'est ce que vous voyez ici à gauche, donc d'interagir avec lui, effectivement de lui apporter un point de vue, ou, comme je disais juste auparavant, de le citer directement en plein milieu d'un message. Pour le citer, c'est assez simple. En fait, chaque utilisateur a un username, un nickname, ou bref, comme vous l'appelez. C'est ce qu'on retrouve ici, donc avec l'intervenant précédent qui était The Dark Pixel, ou ce qu'on retrouve ici avec Alice Vachet. C'est le moyen finalement de le mentionner, de le citer dans vos messages. Soit de le citer au milieu de votre contenu, soit de lui répondre directement. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça va vous envoyer directement une notification dans son centre de notification pour lui dire que vous l'avez mentionné et que vous avez interagi avec lui. Ce centre de notification, c'est ce que vous retrouvez tout en haut, à côté du petit bandeau accueil. Ensuite, il faut travailler, en tout cas c'est ce que je vous conseille, sa fréquence d'utilisation. Alors là, c'est une fréquence d'utilisation, une analyse de mon compte que j'ai réalisé avec Twitonomy. Là, pareil, je vous ai mis le lien directement à la fin de la présentation. Alors bon, j'ai l'impression qu'il y a plutôt une erreur parce qu'en fait, je pense qu'il y a un décalage avec le paramétrage de l'heure. Mais ça va vous permettre finalement de définir un petit peu la période à laquelle vous voulez envoyer des messages, des contenus. Ça va dépendre finalement de la cible de vos messages, en fonction des personnes que vous voulez toucher. Si vous regardez un petit peu ce que moi je publie, en général, je vais publier plutôt du contenu entre 8h et 10h, entre midi et 14h, et puis entre 6h et 8h. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma cible, en tout cas, j'ai l'impression qu'elle est connectée à cette période-là, et c'est confirmé par les statistiques d'engagement que je vous montrerai à la fin. L'objectif de définir sa fréquence d'utilisation, c'est vraiment de créer un contrat de lecture avec vos lecteurs. C'est-à-dire que les gens qui ont l'habitude de vous suivre, ils vont savoir que, par exemple, de 8h à 10h, ils vont pouvoir retrouver un petit peu l'actualité chaude du jour, de ce qui se dit sur la thématique que vous suivez. Pareil, entre midi et 14h. Et puis le soir, c'est peut-être pour des contenus un peu plus légers ou des discussions avec des gens que vous suivez pour leur poser des questions. Donc ça, c'est assez important parce que c'est ce qui vous permettra d'être régulier, d'être constant et donc d'être visible auprès de vos lecteurs. Il y a un autre élément, c'est le choix de la tonalité. Alors, moi, ce que je vous conseille, après, chacun le voit un peu différemment, quand vous utilisez Twitter, utilisez-le comme si vous parliez à quelqu'un en face à face. Parlez-lui, répondez-lui comme vous aimeriez qu'on vous réponde, finalement, quand vous avez la personne en face de vous. Alors, bon, là, j'ai pris un exemple qui a fait un peu le buzz à l'époque. C'est vrai que sur Twitter, on a toujours la tendance à tutoyer les gens, ou en tout cas à les tutoyer un peu plus facilement. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous adapter à la personne avec qui vous échangez. Si c'est une personnalité publique, une personnalité importante, c'est clair que vous n'allez pas vous mettre à le tutoyer, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas forcément votre pote, donc il n'y a pas forcément de raison de le tutoyer. Par contre, une personne que vous rencontreriez dans une conférence et que instinctivement, vous auriez envie de tutoyer parce que finalement, il fait le même métier que vous l'avez peut-être déjà croisé ou vous avez déjà échangé un petit peu avec lui. Rien ne vous empêche finalement d'avoir cette relation un petit peu plus intime avec lui. Autre chose, et ça rejoint ce que je disais précédemment,
restez convivial. Vous êtes sur un support qui est certes utilisé à des fins professionnelles par moment, mais voilà, c'est un réseau social. Vous êtes là pour créer du dialogue, de la discussion avec vos abonnés, et c'est ce qu'ils ont envie aussi de créer. L'objectif de Twitter, c'est vraiment de renforcer la proximité entre l'émetteur, le créateur de contenu, et finalement le lecteur. Et puis, bien évidemment, ne soyez pas désagréable parce que c'est l'image aussi que vous allez projeter à votre audience. Alors, je n'ai pas forcément parlé de la liste de vos contacts, mais effectivement, c'est bien, quand on se lance sur Twitter, de regarder un petit peu les dernières personnes qui vont s'abonner à votre compte, et puis les dernières personnes aussi que vous avez suivies. Donc il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'abonnement, c'est-à-dire les gens que vous allez suivre, c'est-à-dire que vous allez voir leur contenu, vous allez voir leurs messages, ou en tout cas tous ceux qui sont émis par les personnes que vous suivez, et vos abonnés, eux, vont voir tous les messages que vous allez publier. Donc le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas oublier, sauf si vous avez paramétré Twitter en version privée, ce que je ne vous conseille pas forcément parce que ça vous donnera très peu de visibilité, mais c'est de garder à l'esprit que tout ce que vous écrivez, ça reste en ligne. Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit souvent sur le fait qu'Internet a de la mémoire. Sur Twitter, encore plus. Sur Twitter, vous avez accès à l'ensemble des messages publiés depuis 2006. Avec le moteur de recherche, on peut retrouver n'importe quel type de contenu. On peut très bien, par exemple, retrouver le contenu que Ségolène Royal avait écrit en 2008, où elle parlait du climat. Ça peut être intéressant d'ailleurs de regarder ce qu'elle disait en 2008 sur le climat. Ou on peut très bien regarder ce que je disais en 2010 sur l'usage de Twitter. Donc n'oubliez pas que tout ce que vous écrivez, ça reste en ligne et ça peut se retrouver très facilement. L'intérêt principal, je dirais, en tout cas pour les professionnels de l'information, c'est d'effectuer une veille, mais une veille en temps réel. Je dirais que par rapport à Google News, où on va avoir un peu de décalage, ou même avec le moteur de recherche de Google, c'est que là, l'ensemble des messages qui vont être publiés, vous allez pouvoir les suivre en temps réel. Mais quand je dis en temps réel, c'est que vous n'avez aucun décalage. Si là, j'envoie un message, vous allez le voir apparaître sur votre fil d'actualité directement. Et c'est ça qui est vraiment la puissance de l'outil, c'est que si vous voulez suivre un événement auquel vous n'êtes pas forcément présent, vous allez pouvoir le faire via Twitter et via le hashtag, le mot-clé qui y est dédié, ou vous allez pouvoir même suivre une thématique bien particulière, ou vous allez pouvoir suivre aussi ce qui va se passer sur le lieu d'un incident, ou sur une conférence de presse, ou d'autres éléments. Et puis derrière, vous allez pouvoir aussi suivre un petit peu ce que vont dire des intervenants pendant une conférence. Donc vous allez pouvoir vous constituer des listes. Ces listes, elles sont intéressantes pour une chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous abonner à tous ces utilisateurs-là pour recevoir le contenu. Et donc, si vous allez à un événement comme aujourd'hui, vous n'avez pas forcément envie de suivre la trentaine d'intervenants qui va prendre la parole, vous vous constituez une liste, vous regardez un petit peu ce qu'ils racontent toute la journée, et puis vous avez quand même accès à leur contenu. Et demain, vous n'êtes plus forcément pollué. Alors, je n'ai pas utilisé le terme pollué parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même vachement intéressant, mais vous n'allez plus forcément recevoir leurs messages. Donc, c'est un moyen, finalement, de ne pas faire grossir sa base d'abonnement tout en suivant ce que vont dire les différents speakers d'une thématique. Vous pouvez aussi créer des listes sur les experts du digital, ceux qui font le numérique à Nantes. Enfin bref, vous pouvez vous constituer des listes un petit peu comme vous le désirez. Et puis surtout, vous pouvez vous constituer des listes publiques. Alors public, ça veut dire que n'importe quel utilisateur va voir vos listes et va pouvoir s'y abonner. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens que vous avez mis dans cette liste vont recevoir une notification, donc ils vont savoir que vous les avez intégrés dans une liste. Donc faites bien attention au titre et à la description de celle-ci. Si vous suivez vos concurrents, par exemple, appelez pas la liste nos concurrents et puis la laissez pas en public parce que bon, à un moment donné, ils vont savoir que vous les suivez. Et donc, vous pouvez aussi créer une liste en privé qui sera uniquement accessible par vous-même. Et puis enfin, et ça c'est quelque chose qui est apparu aussi récemment, qui est dans la droite lignée de ce que veut faire Twitter, c'est-à-dire de s'ouvrir au grand public, de faire en sorte qu'on l'utilise encore plus, c'est de suivre l'impact de vos messages.
Olivier le disait précédemment, c'est bien d'écrire des contenus, de publier des messages, mais si ça intéresse personne, arrêtez tout de suite, vous perdez votre temps. L'intérêt de suivre vos messages directement avec l'outil Analytics, qui est accessible à tous les comptes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte publicitaire pour le faire, comme c'était le cas auparavant. Vous allez pouvoir voir finalement quels sont les messages que vous publiez qui sont les plus pertinents. Sur quel jour vos messages ont le plus d'impressions, c'est-à-dire qu'ils ont le plus été proposés à vos abonnés, ou en tout cas à ceux qui suivent aussi le hashtag avec lequel vous avez publié. Vous allez pouvoir voir aussi quels sont les gens qui vous mentionnent le plus et qui ont le plus d'écho. Donc ça va vraiment vous permettre d'affiner au fil du temps votre utilisation de l'outil et finalement d'améliorer constamment les contenus que vous allez proposer à votre communauté. Avant de terminer, et là je ne m'attarderai pas dessus, mais sachez que vous pouvez aller plus loin dans l'utilisation de Twitter parce que là, en fait, je vous en ai parlé. Vraiment, vous allez sur twitter.com, vous vous connectez, vous vous créez un compte, mais ça peut vite devenir chronophage si vous avez 5 listes, 3 hashtags à suivre, et puis vous êtes abonné à 2000 personnes. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous constituer un tableau de bord. Ce tableau de bord, vous pouvez le faire avec OutSuite, vous pouvez le faire avec TweetDeck. Moi, je vous conseille TweetDeck pour une chose, c'est que TweetDeck, ça appartient à Twitter, donc tous les messages qui vont être publiés le seront aussi en temps réel, il n'y a aucun décalage. Là où avec OutSuite, vous avez parfois un décalage de 15 à 30 secondes. Alors vous me direz, c'est pas forcément très grave, mais quand vous faites de la veille en temps réel, ça peut avoir une incidence. Et puis surtout, TweetDeck, c'est totalement gratuit. Vous pouvez rajouter autant de listes que vous voulez à suivre, vous pouvez programmer vos messages, vous pouvez gérer 3-4 comptes en même temps, et puis vous pouvez finalement suivre autant de thématiques que vous le souhaitez. Seconde chose, c'est quelque chose qui est très peu connu des utilisateurs, que ce soit sur Twitter mais également sur Google. Sachez que vous avez des opérateurs de recherche sur Twitter qui vont vous permettre d'affiner vos recherches et donc d'éliminer un petit peu le bruit. Vous savez, si aujourd'hui vous faites une recherche sur Media Lab ST, je ne dis pas qu'il y a du bruit parce que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qu'on dit c'est forcément intéressant, mais peut-être que vous allez vous dire non, moi j'ai envie juste de regarder finalement les plus belles photos du Media Lab. Donc vous allez pouvoir filtrer sur des images, ou vous allez pouvoir aussi filtrer sur tous les tweets qui contiennent des liens, ou vous allez pouvoir combiner. Vous allez pouvoir vous dire moi j'aimerais bien avoir tous les tweets du Media Lab ST qui ont été envoyés par Brian Coder et qui ont un minimum de 2 retweets. Et donc comme ça vous allez pouvoir vraiment affiner et réduire le bruit de votre veille. Et enfin, il y a un élément quand même qu'il ne faut pas négliger, et c'est vraiment presque l'objet principal de ce que je souhaitais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, s'inscrire sur Twitter, c'est gratuit. Maintenant, moi, j'ai tendance à dire quand même que l'utilisation de Twitter, ça représente des coûts masqués qui sont non négligeables si vous souhaitez vous y lancer. La première chose, c'est que pour développer votre notoriété, votre présence sur ce réseau-là, c'est un véritable marathon. Alors, je ne l'ai pas inventé, hein, cette phrase-là, je l'ai empruntée à Clément Pellerin, qui est un spécialiste des réseaux sociaux, mais que je trouve vraiment intéressante pour une chose, c'est que votre présence sur Twitter, elle doit se penser à long terme. C'est pas, voilà, vous allez à une conférence, vous allez vous créer votre compte, vous allez envoyer 2-3 contenus, et puis vous allez les réutiliser 6 mois plus tard. Il faut vraiment créer une relation durable avec vos lecteurs, et ce qui va faire en sorte qu'on ait envie de vous suivre, c'est que vous allez proposer des contenus qui sont utiles aux gens qui vont regarder vos messages, et c'est ce qui va créer finalement cette relation de confiance avec vos lecteurs. Donc pensez vraiment votre présence à très long terme. La deuxième chose, c'est que pour réduire le bruit, je vous disais tout à l'heure, il y a 500 millions de messages, même si vous mettez des hashtags, vous avez des hashtags où il y a un message toutes les 5 secondes. Donc il y a quand même un élément qui est non négligeable, c'est qu'il va falloir vraiment essayer de réduire au maximum et donc de bien paramétrer vos outils. De bien vous demander finalement ce que vous voulez y trouver sur Twitter. Est-ce que vous voulez suivre uniquement la thématique qui est liée aux réseaux sociaux? Donc est-ce que vous voulez suivre uniquement tout ce qui va comporter le hashtag social media ou réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez suivre vos concurrents et éventuellement vos fournisseurs? Dans ce cas, vous allez créer une liste privée. Vraiment, avant de vous lancer tête baissée, posez-vous, prenez 5 minutes et définissez le périmètre de votre veille. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, vous allez vite vous perdre dans le flot de messages et finalement, l'utilisation que vous allez en faire ne sera pas forcément pertinente. Et enfin, Twitter, c'est comme les autres réseaux sociaux,
c'est génial parce qu'en fait, tous les jours, il y a des nouvelles fonctionnalités, tous les jours, il y a des nouveaux outils, tous les jours, il y a des nouvelles méthodes d'utilisation, tous les jours, on va détourner les usages, sauf que tous les jours, on va peut-être pouvoir faire différemment, changer sa façon de travailler, et finalement, on va être régulièrement amené finalement à revoir sa position, son utilisation, et on va devoir s'adapter. Et ça peut être un peu déstabilisant quand vous avez défini vos process d'utilisation, et ça peut être encore plus déstabilisant quand vous vous dites, bah, si tous les mois, il y a 2-3 nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, puis 1 ou 2 qui disparaissent parce que ça reste un réseau propriétaire, hein. C'est un réseau commercial, c'est pas un service public Twitter. Donc ça dépend de la stratégie du groupe. Si demain, ils souhaitent arrêter une fonctionnalité sur laquelle vous aviez développé un produit, vous êtes obligé de tout recommencer. Donc il y a un enjeu qui est non négligeable, c'est de finalement, au-delà de suivre les thématiques que vous voulez suivre au quotidien parce que c'est ce qui vous intéresse dans votre profession ou parce que vous êtes un journaliste, eh bien, il va falloir suivre aussi la vie des outils. Parce que ne pas suivre la vie des outils fera en sorte que ce que vous faites à un instant T ne sera plus forcément le cas demain. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de beaucoup de fonctionnalités. Je vous ai dit, voilà, la fonctionnalité statistique, c'est accessible au grand public depuis très peu de temps. C'est accessible depuis 3 mois. Mais si vous n'aviez pas suivi la vie de l'outil, vous ne seriez pas au courant et vous passeriez à côté de quelque chose qui est vraiment intéressant. Il n'y a pas très longtemps, Twitter a décidé, par exemple, aussi de laisser la possibilité d'envoyer plus de 140 caractères par message privé. Qui aujourd'hui était au courant de cette nouvelle fonctionnalité dans cette salle? Un tiers de la salle. Des choses comme ça, il en sort toutes les semaines. Des nouveaux outils, il en sort toutes les semaines. Donc ce qui est vraiment important, c'est aussi être capable de surveiller ce qui se fait au quotidien. Et moi, ce que je vous conseille, parce que c'est vraiment révélateur de la stratégie du groupe, c'est de lire un billet qui a été publié par Camille Allouin, qui est un spécialiste de l'e-réputation sur le web, où il fait la chronologie des dernières décisions de Twitter et qui montre finalement l'évolution de sa stratégie et qui surtout va illustrer le fait que tous les mois, il y a des nouvelles choses qui apparaissent et donc qui va renforcer la nécessité de suivre ça au quotidien pour ne pas vous laisser dépasser. Voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, je suis ouvert.